Mesdames et messieurs, la Sénat hier a rendu publique la décision portant nomination et attribution des coordonnateurs d'arrondissement dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023, ainsi que celle portant nomination et attribution des points focaux communaux. Pour le compte des coordonnateurs d'arrondissement, ils sont au total 546 et sont chargés de superviser toutes les opérations relatives à l'organisation et au déroulement du vote dans l'arrondissement où ils sont déployés. Avec Agapite Napoléon Maforican, consultant politique et expert électoral, nous allons aborder ce sujet ainsi que celui du rôle de la Sénat et de la Cour constitutionnelle dans la gestion des cantines. Monsieur Maforican, bonjour. Bonjour, je dis bonjour à tous nos téléspectateurs. Je vous le disais à l'entame, la liste des coordonnateurs d'arrondissement est rendue publique depuis hier. Quelles sont déjà les fonctions exactes qui sont attribuées à ces derniers, M. Maforican? Écoutez, les coordonnateurs d'arrondissement sont appuient la Sénat dans l'opérationnalité dans l'exécution des tâches concrètes qui entrent dans l'opérationnalisation du scrutin. En clair, ils sont les relais de la commission et les coordonnateurs, ils sont 500 et quelques, ils sont les coordonnateurs, ils sont les relais de la Sénat. Ils reçoivent le matériel électoral, ils les redéploient sur le terrain. Ils sont responsables du scrutin, de bon déroulement du scrutin sur leur territoire dans administratif. Ils reçoivent les PV, donc enfin, ils forment normalement les responsables des centres de vote et des bureaux et des postes de vote. Ils les déploient selon déjà les directives de la Sénat. Ils reçoivent les plis, les urnes contenant les PV et les faits de dépouillement. Ils font les compilations, centralisation, compilation, et centre de vote par centre de vote, et village ou quartier de ville par village ou quartier de ville, et d'arrondissement, et ils convoient maintenant. Ils sont responsables du convoiement de la cantine qu'ils constituent vers la Sénat. Donc, en clair, les coordonnateurs d'arrondissement sont les bras armés, les bras exécutifs de la Sénat dans la mise en œuvre concrète des opérations de vote. En clair, donc, la phase concrète, c'est-à-dire la journée du scrutin le 8 janvier prochain. Mais avant, il y a des opérations préparatoires comme la formation des responsables des centres de vote, la réception des matériels, leur déploiement sur le terrain et un certain nombre de tout ce qui concerne le bon déroulement du scrutin. D'accord. Ces coordonnateurs d'arrondissement, après avoir reçu leur formation, est-ce qu'il y a d'autres formalités qui remplissent avant leur prise de fonction? Formalité, ça c'est à l'interne à la Sénat. Je ne sais pas si la loi a prévu qu'ils prêtent serment, je ne sais vraiment pas. Mais ils sont responsables devant la Sénat. Il n'y a pas de formalité particulière. Je pense que c'est déjà avant leur désignation que la Sénat, parce que la loi a prévu, ils sont désignés parmi un certain nombre de catégories de personnes. Donc magistrats, juristes, administrateurs électoraux, un certain nombre de personnes. Bref, c'est dans une catégorie donnée. Ils doivent avoir un certain nombre de prérequis parce que le travail qu'ils ont à faire, c'est un travail important. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des arrondissements qui dépassent certaines communes. Et donc, c'est à eux de gérer le bon déroulement. C'est sûr, la Sénat a déjà les points focaux communaux. Donc déjà, ils ont déjà des responsables sur qui s'appuyer. Même si les points focaux communaux, ne leur apportent que des appuis, ils sont un peu les points focaux communaux, c'est un peu le relais entre la Sénat et ses coordonnateurs d'arrondissement. Donc déjà, ils ont des interlocuteurs au niveau communal qui s'appuient, mais ils sont les bras armés, ils sont les responsables, les personnalités sur lesquelles la Sénat s'appuie pour que le scrutin se déroule dans les centres, dans les quartiers de villes et villages, dans les centres de vote, dans les postes de vote. Vous avez déjà commencé par aborder le rôle des points focaux. Il faut dire que la Sénat a également rendu public la décision portant nomination et attribution des points focaux. Ils sont au nombre de 81. Vous avez déjà évoqué quelques, en dehors de l'appui aux coordonnateurs d'arrondissement, quelles sont les autres tâches qui leur reviennent? Il ne revient pas d'autres tâches particulières. Ils sont le relais entre la Sénat et les coordonnateurs d'arrondissement. Donc, ils essayent donc de servir de pont, d'appuyer, de déploiement du matériel,
suivi. Voilà. Donc, la décision que les a nommée a bien précisé, hein, je vais quand même la lire. Ils ont pour tâche la réception du matériel électoral au niveau du chef-lieu de la commune, la répartition du matériel électoral par arrondissement, la veille électorale au niveau de la commune, le relais entre la Commission électorale nationale autonome et les coordonnateurs d'arrondissement. Lorsqu'on parle de la veille, c'est vraiment remonter à la Sénat tout ce qui se passe, parce que le chef coordonnateur d'arrondissement qui se prépare le scrutin, qui est peut-être en réunion avec les responsables des centres de vote et des postes de vote, peut-être qu'il y a une situation donnée, faire un PV et envoyer ça, ou bien faire un relais en même temps à la Sénat, au niveau central, c'est délicat. Je ne sais pas si la Sénat va désigner également des coordonnateurs de départements. Sinon, il y a des Sénats précédents qui ont eu des coordonnateurs départementaux, des coordonnateurs par commune, ou bien des points focaux par commune. Et donc, ça permet un relais, ou bien une remontée, disons, hiérarchique, ou bien tout au moins progressif, une remontée progressive qui permet que l'information ne descende pas directement sur le président de la Sénat, ou que le coordonnateur d'arrondissement ne soit pas perdu. Parce qu'imaginez que 5 coordonnateurs, 10 coordonnateurs sur les 5 voudraient passer l'information tout de suite à la Sénat, quelle que soit la disponibilité des 5 membres du conseil électoral ou de la mobilisation des responsables de la direction générale des élections, vous comprenez que ça ne peut pas fonctionner. Ils ne sont pas nombreux au niveau décisionnel central. Donc, il faut s'appuyer sur des éléments au niveau déconcentré, et c'est cela que la Sénat fait, s'appuyer, sachant que la décision centrale revient au Conseil électoral, à la Sénat, de manière générale. D'accord. Monsieur Maforican, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a également fait signer hier une charte de bonne conduite pour la campagne médiatique aux partis politiques en lice dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. Quelle est l'importance de cette cérémonie de signature de la charte des partis politiques? Je pense que c'est un engagement moral. C'est un engagement moral et ce n'est pas prévu par la loi. La veille au bon déroulement au niveau de la campagne médiatique. C'est déjà ça. Or, et c'est important, l'acte, je ne le banalise pas, bien au contraire. Autant il n'est pas prévu par le code, autant la acte prend les dispositions pour que le contenu des messages sur les médias, parce que c'est là que le contenu des messages sur les médias soit des contenus acceptables, des contenus qui répondent à la loi. La loi a dit que nous ne pouvons utiliser les moyens de communication audiovisuelle pour inciter à la haine tribale, à la révolte, pour dénigrer, pour donc diffamer, pour injurier, par exemple. Alors, lorsque des candidats se retrouvent devant les médias, et tiennent un certain nombre de propos, ils tombent sous le coup de la loi, mais ils poussent l'organe à tomber également sous le coup de la loi, parce que c'est l'organe qui est responsable du relais. À la limite, celui qui a relayé n'est que complice de l'organe. Donc, il est important que le message passe. Et ça a été, je pense que la pédagogie de la HAC a salué, dans la mesure où on a vu quand même que tous les représentants assez sérieusement assermentés des partis y étaient, pas de moindre, et ont pu écouter le message. On n'a pas encore vu, ils ont pris acte de ça, je ne sais pas si la signature formelle a eu lieu, mais dans la lecture de la charte, on a entendu le nom et prénom du signataire. Donc on ne sait pas réellement encore s'ils ont signé, mais ils ont donné leur critique, puisqu'ils y étaient, et il n'y a pas eu de voix discordante. L'acte est important. La portée, elle est peut-être assez mesurée dans la mesure où, bon, est-ce que la peut interdire de campagne une personne? Sans doute, puisqu'elle est responsable du contenu. Mais est-ce que c'est aussi déterminant pour les partis politiques? Pas réellement. Il faudrait peut-être que la HAC les y oblige. Il y a eu des débats qui sont prévus. On espère que tous les partis vont jouer le jeu. Parce que donc, il y en a parfois qui banalisent la campagne médiatique parce qu'ils ont d'autres types de méthodes. La campagne porte-à-porte, la campagne de proximité et la corruption par ailleurs. Je ne trahis aucun secret. Donc, du coup, ils s'appuient sur ces genres de leviers. Or, la loi précise quand même qu'ils peuvent utiliser les moyens de pression de communication et la HAC veille à cela. Et en cas de dérive, est-ce que cette charte, elle leur est imposable? Du point de vue moral, oui. Du point de vue moral, la charte leur est opposable. Même en termes de sanctions, cela est jouable parce que la HAC peut s'appuyer sur la charte pour leur interdire peut-être de finir
la campagne médiatique, mais au même moment, là, on peut supprimer un extrait et peut-être de leur demander de reprendre, je ne sais pas. Je ne vois pas je n'ai pas eu le temps de découvrir la décision de la HAC pour voir un peu jusqu'où elle peut aller. Ce qui est important, c'est que la HAC a la haute main sur le contenu des messages qui passent sur les médias. Et elle a choisi des médias, elle est allée dans tous les sens, elle a pris dans les radios, radio communautaire, radio confessionnelle, radio commerciale, télévision en ligne, radio en ligne, web TV, voilà, j'ai dit ça, et journaux en ligne, journaux télé, bref, a élargi quand même sa sphère pour que les messages puissent descendre le plus possible dans les profondeurs donc des localités concernées. Ça, c'est aussi à son actif. On a remarqué ces jours-ci la RAC avec les partis politiques. Comment vous appréciez cette association? La RAC pouvait se limiter juste aux médias, des sensibilisations à l'endroit des journalistes, mais là, on associe les partis politiques. Est-ce que vous pensez déjà qu'on pourrait avoir des campagnes sans dérapage ou plus ou moins de dérapage? Non, justement, la RAC travaille avec les partis politiques. Dans le cadre des élections, la RAC travaille avec les candidats aux élections. Oui. Puisque c'est eux qui portent le message. C'est eux qui font le tirage au sort des campagnes, des messages qui passent. Donc, ils sont les acteurs. Le rôle de la RAC s'élargit. Hein? Même en temps normal, la mission de la RAC n'est pas que. La RAC est l'organe qui contrôle, qui protège la liberté de la presse, la liberté de la presse qui est reconnue et garantie en République du Bénin. L'article 24 de notre Constitution dit que la liberté de la presse est reconnue et garantie en République du Bénin. Elle est protégée par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Donc, on regarde qui sont ceux qui produisent l'information. Ce n'est pas la presse relais. Donc, même en temps normal, la HAC a un regard sur les producteurs de l'information protégés. Quand la protège, la peut avoir, même à parler avec la police, hein, la police judiciaire, par exemple, ainsi de suite. Tout ce qui a trait aux médias concerne la HAC, dans le cadre donc, de la loi organique. Et donc, quand elle travaille avec les partis politiques, c'est la chose la plus normale. Et surtout en période électorale, c'est encore plus évident que la HAC gère le contenu de la campagne médiatique. Et donc, tout message qui passe sur les ondes, la manière dont ce message doit passer, l'égalité de traitement des acteurs, des candidats sur les médias, tant de services publics, et l'équité peut-être au niveau des médias privés, tout ça est géré par la HAC. Donc, la HAC travaille aussi bien avec la profession des médias qu'avec les partis politiques. Est-ce qu'on aura une campagne apaisée? C'est le souhait, ça devrait être le cas. Une campagne électorale n'est pas la guerre. J'ai l'impression parfois que nous travaillons, nous jouons à nous faire trop peur en cette période-ci. Non, c'est une période logique, c'est une période normale. Il n'y a pas de péril, il n'y a aucun péril dans la demeure. Il suffit juste de prendre les précautions, comme la HAC le fait, comme cette charte, comme on aime la vie, que moi je veillerai personnellement à voir comment les partis politiques font l'honorer sur le terrain. Et donc, oui, la HAC fait son travail avec les acteurs qui sont de son champ. Maintenant, il leur appartient à ces acteurs-là de jouer leur partition également sur le terrain. Et ça, c'est pas la HAC qui sera responsable, c'est eux. C'est plutôt parfois des serviteurs zélés ou parfois dégénérés, un peu de certains hommes partis politiques qui pensent utiliser des moyens pas légaux, des moyens pas orthodoxes pour pouvoir passer le message ou attirer l'attention sur eux. Je pense que là, il va falloir peut-être que le dispositif coercitif de la HAC se mette en place pour que force reste à la loi. D'accord. Après la journée du scrutin et le dépouillement, les cantines sont convoyées à la Cour constitutionnelle et à la Commission électorale nationale autonome, auquel est joint chaque fois un procès verbal de constatation. Quel est le rôle de la Sénat et de la Cour constitutionnelle dans la gestion des cantines? C'est le thème que nous abordons aujourd'hui avec notre invité. Agapit Napoléon Maforican, pourquoi ces deux institutions sont chargées de la gestion des cantines? Autrement dit, que recherche-t-on exactement en confiance à la gestion des cantines à la Sénat et à la Cour constitutionnelle? En fait, ils ne gèrent pas les cantines, ils gèrent le contenu des cantines. Donc, c'est important, oui, bien sûr. Ils reçoivent les cantines, évidemment. Mais ils gèrent le contenu des cantines et tout simplement, ils gèrent l'après, ils gèrent la fin du processus électoral, ils gèrent les résultats, ils gèrent le contentieux électoral. Donc, pourquoi on leur a confié la gestion des cantines? Parce que c'est à eux, c'est à la Sénat qu'est dévolue la première, après
le travail que j'ai fait au niveau du dépouillement, sous l'égide du chef de poste de vote. Oui. Après le travail que j'ai fait au niveau de l'arrondissement, sous l'égide du coordonnateur d'arrondissement, c'est au niveau de la Sénat que je fais le reste du travail, centralisation, vérification, correction, qui peut l'être, et proclamation des résultats provisoires pour ce qui concerne l'élection présidentielle et les élections législatives. Donc, vous voyez, le chef de poste de vote fait ce travail. On vide l'urne, on compte, on fait le décompte, on sort les bulletins nuls, on partage les sièges, on partage les suffrages exprimés par parti politique ou par liste de candidats. On finit ça. Ça, c'est terminé au niveau du poste de vote. On balance au niveau de l'arrondissement. L'arrondissement fait centralisation, centre de vote. Parce que dans un poste de vote, il y a un certain nombre de centres dans un centre de vote, un poste de vote est une unité infime, est la première unité d'un centre de vote. Oui. Dans un centre, vous avez plusieurs postes de vote. Maintenant, on fait la centralisation par centre de vote. Compilation. Et on dégage le résultat, les chiffres. Donc, dès qu'on a fini les centres de vote, on fait la sommation de tous les centres de vote, ce qui permet d'avoir la situation au niveau du village ou du quartier de ville. Et là, on fait la centralisation également, qui permet d'avoir la situation de l'arrondissement. C'est cette situation de l'arrondissement qui est envoyée à la Sénat et à la Cour constitutionnelle. Déjà, n'oubliez pas qu'il y a des plis, des dépouillements au niveau du centre de vote, du poste de vote, qui sont déjà destinés à la Sénat et à la Cour constitutionnelle. Parce que dès qu'il y a n'importe quel problème, on ouvre ces choses-là. N'oubliez pas également que pour l'élection présidentielle, la Sénat a ses propres observateurs parce que son rôle va plus loin que un simple une gestion de contentieux électoral. La Sénat est impliquée, la Cour constitutionnelle est impliquée dans la proclamation des résultats de l'élection présidentielle parce qu'elle doit statuer sur des irrégularités qu'elle-même aurait constatées par-ci, par-là. Donc, ça veut dire que c'est différent. Dans le cas des élections législatives, la Cour a ses données. Les données par bureau de vote, donc par poste de vote. Elle les donne par centre de vote. Elle les donne par arrondissement. Elle va village ou quartier de ville. Elle les donne par arrondissement. Elle les donne par département. Et par commune, par département. Et elle les donne. Donc, quand la Sénat a fini, la Sénat proclame les résultats provisoires en disant que ces résultats restent provisoires puisqu'il appartient à la Sénat, à la Cour constitutionnelle de les valider. Et donc, la Cour constitutionnelle, pendant que la Sénat travaille, la Cour constitutionnelle aussi a reçu les cantines et a mis en place son dispositif. La Cour n'attend pas la Sénat. Mais la Cour attend que la Sénat finisse. Parce que c'est quand même, on parle de l'arithmétique. C'est au regard de tout ça que des comparaisons sont faites. S'il faut ajuster, s'il faut se retrouver pour discuter, ça c'est à l'interne, ça ne sera jamais au grand jour. Pour voir est-ce qu'il y a eu des erreurs, pourquoi il y a une petite variation par-ci ou par-là. Donc c'est quand tout ça est géré que les résultats sont confirmés par la Cour constitutionnelle. Pour l'élection présidentielle, la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs. Pour les élections législatives, même chose également. La Cour prend une décision pour proclamer les résultats. D'accord. Donc la Sénat, normalement, ne donne pas de siège. Même au niveau de la Cour, on dit résultat provisoire, je ne sais pas s'il est autorité, oui, c'est un résultat provisoire. La Sénat, en donnant les résultats par parti, oui, a une équipe en place, a un dispositif pour donner les sièges éventuellement par liste. D'accord. Mesdames et messieurs, nous allons prendre congé de vous, mais nous poursuivrons le débat dès demain si tout va bien. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et portez-vous bien.